On va donc continuer cette série d'auditions avec le professeur Éric Touvenot qui, oui, nous vous voyons. Bonjour, Bonjour. bonjour. Merci d'être présent et de venir nous présenter les données qui concernent l'usage médical du cannabis dans la sclérose en plaques. Donc on vous laisse la parole pour 15-20 minutes et puis ensuite nous pourrons vous poser quelques questions. Merci, bonjour à tous. Si on peut avoir les diapositives. Ça y est. Merci. Alors, Éric Touvenot, donc je suis professeur de neurologie au CHU de Nîmes, à l'Université de Montpellier, chercheur au CNRS et président de la Société francophone de la sclérose en plaques. Et c'est à ce titre que je vais vous parler du cannabis thérapeutique dans la sclérose en plaques aujourd'hui. Diapositive suivante. Ça y est. Donc, mes liens d'intérêt, on peut passer, merci. Donc, les douleurs neuropathiques dans la sclérose en plaques, j'ai un affichage qui est difficile, donc je vais me remettre aussi sur mon diaporama. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central et l'atteinte de la moelle épinière dans cette maladie est un facteur majeur responsable de spasticité, qui est parfois douloureuse, et de douleurs neuropathiques, principalement dans les membres inférieurs chez les patients. Les traitements actuellement disponibles pour traiter ces douleurs et cette spasticité sont peu efficaces et ont de nombreux effets secondaires. Pour la spasticité, baclofène, tizanidine, dantrolène ont pas mal d'effets secondaires, notamment une faiblesse aussi des membres inférieurs chez certains patients et des effets centraux. Pour les douleurs neuropathiques, les antiépileptiques, les antidépresseurs et les morphiniques sont régulièrement utilisés, mais aussi avec des tolérances extrêmement variables et des efficacités parfois très faibles. Ces médicaments sont souvent associés, ce qui complique encore la tolérance pour les patients. Les molécules extraites des plantes de cannabis, soit purifiées, soit de synthèse, soit les plantes elles-mêmes, peuvent être utilisées pour traiter ces symptômes, et de nombreuses études ont montré l'efficacité de certaines spécialités contenant du tétrahydrocannabinol, THC, de synthèse ou extrait, et du cannabidiol, CBD, qui lui est dépourvu d'effets psychotropes et qui contrebalance d'ailleurs ceux du THC lorsqu'ils sont associés ensemble. Dans la plante cannabis, on dénombre plus de 450 composants actifs, dont 70 classés cannabinoïdes, et on connaît la présence de récepteurs centraux et périphériques aux cannabinoïdes, donc dans le cerveau, la moelle épinière, et aussi dans les nerfs périphériques. Ces molécules et ces récepteurs vont moduler des voies de la nociception et aussi avoir des effets anti-inflammatoires, ce qui pourra, on va le voir, être éventuellement intéressant pour la sclérose en plaques. Alors avant d'aller parler vraiment de la plante cannabis, je voudrais juste faire un point sur les études et sur la démonstration de l'efficacité de certaines spécialités comme Sativex, appelé dans le monde entier Nabiximol, ou Marinol aussi, du THC de synthèse, Dronabinol. Ces deux spécialités ont une AMM. Il y a la négociation de prix n'ayant pas abouti pour Sativex, il n'est pas disponible. Le Marinol est disponible en ATU en France et il y a plus d'une centaine d'ATU qui ont été honorés à ce jour. Personnellement, je l'ai déjà utilisé avec plusieurs patients, avec une efficacité lorsque elle est présente, qui est prolongée et qui est très importante pour les patients, car lorsqu'ils arrêtent le médicament, ils ressentent la recrudescence des symptômes douloureux. Diapositive suivante. Est-ce que vous suivez mon discours où je dois demander la diapositive à chaque fois? Suivante. Voilà. Alors, on va passer rapidement sur le design des études qui sont pour montrer l'efficacité de manière plus facile, souvent en deux phases. Une première phase où on va étudier la tolérance du traitement chez tous les patients, puis sélectionner les bons répondeurs et qui ont peu d'effets secondaires, et en général à peu près la moitié des patients, et les randomiser cette fois-ci contre placebo pour pouvoir montrer l'efficacité supérieure du traitement par rapport au placebo. Dans une étude très récente de 2018, diapositive suivante, partant de 210 patients prescreenés, on aboutit à 106 patients randomisés qui sont suivis pendant une période de 3 fois 28 jours, et au final 96 patients terminent l'étude. Donc on voit qu'une fois qu'on a sélectionné les patients chez qui il y a un effet intéressant et pas trop d'effets secondaires, on a un bon suivi des patients dans les études. Diapositive suivante montre l'importance de l'efficacité sur les échelles de spasticité, où on voit que le groupe traité a une bien meilleure diminution, amplitude d'effet sur l'échelle de spasticité par rapport au groupe placebo en rouge. Diapositive suivante.
Une grande étude en 2015 publiée dans JAMA a fait le point sur l'utilisation médicale des cannabinoïdes en reprenant l'ensemble des études qui regroupent différents types de molécules, donc le THC, l'association THC-cannabidiol, diapositive suivante, le cannabidiol, par exemple, et également la plante cannabis marijuana, avec des études, pas dans la sclérose en plaques, mais dans la douleur et dans le VIH, qui montraient une efficacité importante, que ce soit vaporisé ou fumé, pour la plante cannabis. Dronabinol, vous pouvez voir, et diapositive suivante, nabiximol également. De nombreuses études ont montré l'efficacité de ces spécialités et sont utilisées aujourd'hui dans de nombreux pays avec des AMM et une disponibilité du produit pour les patients. Des études également ont été réalisées spécifiquement dans cette méta-analyse et présentées sur l'effet sur les douleurs et sur la spasticité dans la sclérose en plaques, notamment pour le THC et l'association THC-cannabidiol. Diapositive suivante. Les conclusions de cette méta-analyse sont qu'un niveau de preuve modéré de l'intérêt des cannabinoïdes pour le traitement est démontré pour les douleurs chroniques neuropathiques chez l'adulte, que ce soit du THC fumé et le nabiximol, et pour la spasticité de la sclérose en plaques, nabiximol et association THC-cannabidiol ou dronabinol. Les niveaux de preuve est faible pour l'absence d'effets psychologiques du cannabidiol, mais pharmacologiquement, on sait qu'il a peu d'effets psychologiques, et des études cliniques également, mais le niveau de preuve est faible, et également pour l'absence d'effets dépresseurs du cannabidiol. En tout cas, il n'y a pas d'effets secondaires majeurs avec ces molécules, même si les effets secondaires sont plus fréquents chez les patients traités par cannabidiol que dans les groupes placebo, avec notamment des effets parfois d'asthénie, de troubles d'équilibre, vertige, confusion, désorientation, etc. Seules 2 études ont évalué la plante cannabis dans d'autres indications, douleurs du VIH, avec absence de preuve de différence d'efficacité entre la plante cannabis et les cannabinoïdes purifiés ou de synthèse. Alors, très récemment, on a eu la chance de voir cette Cochrane méta-analyse, dont l'objectif était d'établir l'efficacité, la tolérance, la sécurité des traitements basés sur le cannabis, qu'il s'agisse d'herbes, donc de plantes elles-mêmes, d'extraits de plantes ou de cannabinoïdes de synthèse, comparativement au placebo ou à d'autres antalgiques, dans les douleurs neuropathiques chroniques de l'adulte. Il ne s'agit pas ici de la spasticité de la sclérose en plaques, mais uniquement des douleurs neuropathiques chroniques de l'adulte. La diapositive suivante montre que 16 études ont été sélectionnées qualitativement correctes, regroupant 1750 patients, sur des durées d'études de 2 à 26 semaines, dont 2 études avec la plante de cannabis inhalée. Il s'agit de la publication de Ellis en 2009 et de Ware en 2010 sur les douleurs neuropathiques des patients porteurs du virus VIH. Les études ont été classées avec des études de haute qualité, de qualité modérée ou faible, et un niveau de preuve selon le système GRADE, a été utilisé. Diapositive suivante, les principaux résultats sont que le traitement à base de cannabis peut augmenter le nombre de patients rapportant une diminution des douleurs de plus de 50%, et c'est significatif sous cannabinoïdes par rapport au placebo. Une preuve d'efficacité de l'impression globale de changement du patient médiocre, plus d'arrêts de traitement pour des effets secondaires dans les groupes traités, à peu près 2 fois plus, et absence de preuve d'augmentation des effets secondaires graves sous cannabinoïdes par rapport au placebo. Les résultats secondaires sont également une augmentation du nombre de patients rapportant une efficacité d'au moins 30% dans la réduction des douleurs chroniques et une augmentation des effets secondaires sur le système nerveux. On a parlé tout à l'heure de la fatigue, des troubles de l'équilibre, etc. Mais ces effets sont transitoires et régressent à l'arrêt du traitement. On voit également des effets psychiatriques plus souvent et psychologiques sous cannabinoïdes que sous placebo dans ce cas-là. Pour ce qui est de l'analyse en sous-groupe, pour les diapositives suivantes, des plantes de cannabis, leur efficacité reste incertaine vu le faible nombre d'études et le faible nombre de patients, et il n'y a pas de différence de tolérance entre la plante et le cannabis extrait ou de synthèse. Donc les conclusions, c'est que le bénéfice de la plante cannabis des extraits du THC de synthèse est démontré pour les douleurs neuropathiques chroniques de l'adulte, potentiellement chez certains patients contrebalancés par des effets secondaires, et que ces résultats doivent prendre en compte également un risque d'addiction chez certains patients, d'autres comorbidités, la petite taille des études. La diapositive suivante montre en pratique comment on peut utiliser les produits du cannabis dans certains pays, notamment en Israël et au Canada, et quelle est
ce qu'il se passe dans ces pays où les plantes de cannabis sont disponibles par certains circuits et pour certains patients. Alors il y a différentes plantes, évidemment, vous le savez, cannabis sativa, indica, ruderalis, qui contiennent des quantités variables de THC et de cannabidiol, de 1 à 22% de THC, on voit de 0,05% à 9% de cannabidiol. Pour ce qui est d'Israël, la plante cannabis existe sous deux formes, un extrait huileux pour ingestion sublinguale, des fleurs séchées pour fumer ou pour inhalation, et d'autres produits purs en THC, mais typiquement, en général, ce qui est disponible, c'est un produit, un mélange de THC et cannabidiol avec environ 12% de THC. Au Canada, l'histoire est un peu différente puisque c'est dans l'épilepsie qu'il y a eu les premiers traitements du cannabidiol et finalement, pour certains qui faisaient pousser leur plant de cannabis chez eux, il y a une jurisprudence qui a expliqué que ça devait être disponible pour que les gens ne soient pas obligés d'être hors la loi en cultivant du cannabis. Donc cette plante est disponible et elle n'est pas fournie par un circuit pharmaceutique mais par des herboristes avec différentes concentrations possibles à la carte, adaptées selon les patients et les indications. On connaît également l'expérience des Pays-Bas. Diapositive suivante. Ouais, j'ai plus de retour son, je continue. Les études, alors en fait tout ce contexte montre l'importance, l'absence de données claires pour les plantes cannabis et l'importance et la nécessité des études utilisant ces spécialités, ces extraits de plantes et pas les extraits, utilisant la plante et pas les extraits ou les produits de synthèse qui ont montré leur efficacité dans la sclérose en plaques et les douleurs chroniques neuropathiques. Ce qui est très important à prendre en compte si on veut faire des études pour montrer l'intérêt de la plante, c'est que la teneur en THC et en cannabidiol doit être fixe et fixée un petit peu au départ, peut-être calquée sur la spécialité Sativex par exemple, qui associe ces deux molécules en doses à peu près similaires. Comment gérer le problème du placebo ? Est-ce qu'il faut refaire des études contre placebo ? Est-ce qu'il faut faire des études avec un comparateur qui a déjà montré son efficacité comme Sativex ou Marinol ? Comment standardiser la délivrance du traitement sous forme d'huile, d'extrait de plante, sous forme de cannabis inhalé? C'est assez complexe et il faut choisir un mode de délivrance qui soit adapté au patient, qui puisse le faire facilement à son domicile pour que l'observance soit correcte. Et probablement aussi l'utiliser en addon-thérapie avec les autres médicaments antalgiques lorsqu'ils sont bien tolérés. Il faut utiliser des échelles validées pour la douleur ou la spasticité, comme dans un essai thérapeutique, et il faut aussi se donner des objectifs clairs, puissants sur l'intensité de la diminution de la douleur et sur les échelles de spasticité. Il faut un grand nombre de patients, il faut une durée longue d'exposition pour vérifier que la tolérance est bonne au long cours et que l'effet ne diminue pas au long cours et donc des études académiques de type multicentrique, type PHRC. Une problématique majeure à ce stade, c'est que si on se lance dans de telles études, ça va être long et coûteux et pendant tout ce temps-là, alors que des spécialités médicales qui ont l'AMM en ATU qui est assez limité, on perd un temps précieux pour les patients et pour le traitement de leur douleur, puisque l'efficacité de ces produits a été démontrée dans les études et on l'observe au quotidien en pratique. Juste pour aller plus loin et pour conclure, je voudrais aussi ouvrir la porte sur l'effet potentiel anti-inflammatoire des cannabinoïdes. Une publication récente dans un grand journal a montré que l'utilisation d'huile associée au cannabis qui améliore l'absorption des cannabinoïdes va moduler le système immunitaire dans le système lymphatique. Et on voit chez des patients, diapositive suivante, volontaires sains ou atteints de sclérose en plaques, une efficacité sur l'expression de cytokines inflammatoires des lymphocytes périphériques circulants des patients soumis à différentes doses in vitro, enfin ex vivo disons, de cannabidiol ou de THC. Ces cytokines ont un rôle important dans la sclérose en plaques et on pense qu'une immunomodulation pourrait également être bénéfique pour ces patients atteints de cette maladie auto-immune, révélant ainsi des effets potentiels intéressants pour la maladie sclérose en plaques. Cela dit, deux grandes études anglaises sur l'utilisation des cannabinoïdes dans l'inflammation progressive, c'est-à-dire les formes primaires progressives ou secondairement progressives de sclérose en plaques, sur presque 500 patients avec du THC, n'ont pas montré d'efficacité sur la progression du handicap, mesurée par le score EDSS ou l'échelle MSIS 29. L'étude MUSEC sur des extraits de cannabis contenant
THC et cannabidiol pendant 12 semaines avait en revanche montré une amélioration de la douleur musculaire et de la raideur, donc probablement de la spasticité, des spasmes, des douleurs, et une amélioration du sommeil chez les patients. Pas d'efficacité sur le handicap, mais des études à un stade plus précoce de la maladie pourraient avoir un intérêt aussi très important pour les patients. Pour conclure, on peut dire que les données sur la plante cannabis manquent de manière importante, qu'il n'y a pas d'éléments faisant craindre une absence d'efficacité de la plante cannabis par rapport aux spécialités, pour peu qu'on s'accorde sur des mêmes doses de THC et de cannabidiol, mais que ces spécialités pharmaceutiques sont disponibles dans de nombreux autres pays, que les patients dans ces pays en disposent, et qu'il n'y a pas, à mon avis, de nécessité d'aller vers la plante cannabis quand ces spécialités existent et ont montré leur efficacité, que ça poserait des problèmes d'utilisation, de mode de délivrance, d'observance, et un médicament standardisé est certainement plus facile à utiliser au quotidien. Cela dit, il pourrait y avoir pour les patients réticents à utiliser ces médicaments un intérêt à se tourner vers la plante dont on ne pense pas qu'elle a plus d'effets secondaires ou moins d'efficacité. Je vous remercie et je suis prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup, professeur Thouvenot, pour cette présentation. Je passe donc la parole aux membres du comité pour savoir s'ils ont des questions à vous poser. Julie Dan, oui. Merci Eric pour cette belle présentation qui synthétise effectivement de façon précise où nous en sommes avec ce type de produit dans la sclérose en plaques. Je vais poser un peu la même question qu'à Sylvain. Est-ce que si on mettait à disposition des pharmaciens et des médecins la prescription de ces produits de façon plus pure, est-ce que tu penses que ça serait un élément qui stimulerait la recherche académique pour essayer de préciser quel type de produit entre les cannabinoïdes et THC serait préférable, dans quelle indication par rapport aux douleurs et à la spasticité? Est-ce que ça serait un élément de stimulation de la recherche autour de l'usage de ces produits dans la sclérose en plaques telle que tu l'as présentée? Alors, évidemment, avoir plus de données, y compris des données observationnelles en population pour nos patients, serait un moyen d'augmenter la connaissance, les pratiques, et de mieux d'avoir une idée vraiment plus effective de ce périmètre-là. Mais malheureusement, je pense que ces données seraient de très mauvaise qualité en termes de niveau de preuve. Comme les méta-analyses le montrent, seuls les essais thérapeutiques randomisés contre placebo ou contre médicaments de référence sont, à mon avis, utiles pour démontrer quelque chose. Donc, la mise à disposition pour les patients aurait un intérêt pour les patients, mais se verrait contrebalancée par l'absence de capacité qu'on aurait à exploiter les résultats de manière fiable, de recueillir les effets secondaires et enfin, tout ce qu'on voit dans la vie qu'on ne voit pas dans les essais thérapeutiques. Donc, à mon avis, il faudrait pouvoir réglementer les choses. Mais pour moi, l'urgence est plutôt à avoir à disposition les médicaments qui ont montré leur efficacité et qui sont disponibles dans les autres pays. Si on va vers une ouverture de la plante cannabis, pour moi, les études à faire, c'est de faire des études contre ces molécules de référence qui ont montré une efficacité pour montrer l'absence d'infériorité de la plante cannabis par rapport à ces spécialités dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Merci pour cette réponse très claire. Professeur Perrault, une question pour vous. Bonjour. On est un peu étonné parce que quand on regarde la littérature, finalement, dans les douleurs neuropathiques, les preuves sont modestes, mais on a quand même des méta-analyses assez importantes. Et à côté de ça, on a des indications qui semblent absolument indiscutables, mais pour lesquelles les preuves sont encore moins importantes, comme la spasticité. Il n'y a aucune méta-analyse sur l'intérêt, que ce soit la plante ou les médicaments, sur l'efficacité dans la spasticité de la sclérose en plaques. Or, c'est quelque chose qui n'est même pas remis en cause. C'est-à-dire que s'il faut attendre d'avoir effectivement cette méta-analyse comme la Cochrane qui vient à peu près 20 ans après les premiers essais thérapeutiques dans la douleur neuropathique pour ce qui est de la spasticité dans la sclérose en plaques, pour pouvoir se dire qu'on va enfin utiliser un médicament en pratique. Bon, c'est un choix, mais c'est pas
la voie la plus directe pour aider nos patients au quotidien. Donc, je comprends ce que vous dites sur la preuve, mais à mon avis, la méta-analyse n'est pas la seule preuve qui doit permettre, la preuve ultime, absolument nécessaire, qui doit permettre de mettre à disposition un médicament qui a des effets utiles, démontrés dans plusieurs études concordantes, pour une indication particulière. Donc, je ne veux pas batailler sur le niveau de preuve à 5 décimales, mais je peux vous dire que la lecture des essais thérapeutiques, leur niveau de preuve, même modéré, la concordance de plusieurs études et mon expérience et celle de mes collègues spécialisés dans la sclérose en plaques en pratique montrent que ces médicaments ne sont pas efficaces chez tout le monde, ne sont pas bien tolérés chez tout le monde, mais apportent une efficacité très importante chez certains patients qui sont en échec de traitement par antiépileptique, par antidépresseur ou par morphinique. Et que c'est une alternative qui est aujourd'hui pour moi indispensable à la prise en charge de ces patients. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le professeur Thouvenot? Oui, donc si je résume, la priorité, c'est l'accès aux médicaments déjà existants. On est d'accord, c'est ce que vous avez dit. Absolument. En parlant notamment de la Bixinol, qui est Sativex, notamment. Et s'il devait y avoir un usage médical de cannabis plante, enfin en tout cas sans statut de médicament, il faudrait standardiser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, standardiser au maximum, oui, c'est le cannabis auquel on donne accès, de façon à pouvoir le mieux possible l'évaluer. Absolument. Et avoir un registre de suivi des patients, voilà, avec des questionnaires, dans des centres experts qui sont capables de mener ces études, disons, enfin, centres experts ou d'autres centres capables de mener des études de suivi, des études observationnelles précises, et recueillir les données de manière prospective. Ça me paraît indispensable. Très bien. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions à faire? Oui. Non, c'est juste pour repréciser l'ensemble des médicaments qui sont disponibles ou pas disponibles en France, donc sous forme d'ATU ou d'AMM. Donc je rappelle juste que le Sativex effectivement a une AMM en France comme dans beaucoup de pays européens, mais qu'en raison de la non fixation du prix, on va dire, le médicament n'est pas commercialisé en France, mais il a bien une AMM. Donc concernant l'Epidiolex aussi, je rappelle juste, parce que vous n'étiez pas là, que donc il y a actuellement une procédure européenne concernant donc l'Epidiolex pour son AMM européenne, que par contre l'Epidiolex est bien disponible, en tous les cas une AMM au niveau des États-Unis en juin. Par contre, ce que je disais aussi, c'est que maintenant l'Epidiolex est disponible grâce à des ATU nominatives dans des indications Lennox et Dravet. Et le Marinol, effectivement, est disponible actuellement sous ATU dans les douleurs neuropathiques centrales et périphériques, a priori. Puisque vous le précisez, je tiens à dire que cet ATU est assez difficile à obtenir. On nous renvoie, nous, spécialistes de la sclérose en plaques et de la prise en charge des patients de tous les symptômes de la sclérose en plaques, y compris des douleurs, ce qu'on fait au quotidien dans notre pratique, et je pense qu'on est assez expert dans ce domaine. On nous renvoie vers les algologues pour avoir la demande de leur part, et c'est assez frustrant, je dois dire, de ce côté-là, puisqu'on met en place une prise en charge pluridisciplinaire de la douleur dans nos centres déjà au quotidien, et d'être mis un petit peu comme ça sous tutelle de l'algologie, c'est un petit peu difficile pour nous, et même nos algologues ont parfois du mal à obtenir l'ATU quand ils la demandent. Donc je pense que vraiment, pour moi, une urgence est de pouvoir accélérer un petit peu la mise à disposition des médicaments qui ont une AMM pour aussi renforcer notre expérience en pratique et devenir, ça prendra du temps, amener en plus la plante thérapeutique progressivement à disposition, mais en recueillant des données au fur et à mesure qu'on la met à disposition. Merci. Oui, depuis il y a des remarques qui arrivent, des questions. Alors, deux dernières questions. Oui, bonjour. Juste une question. Le Sativex n'étant pas encore accessible pour les patients qui souffrent de spasticité, les patients qui veulent, quand ils auront la possibilité, s'ils l'ont, de pouvoir accéder au cannabis thérapeutique, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, l'idéal, ce serait de pouvoir s'approcher des teneurs que l'on observe dans le Sativex en termes de THC et de CBD.
C'est ce que j'ai imaginé, n'ayant pas de preuve de cette intuition, mais étant donné qu'on a de grandes séries, plusieurs études concordantes sur ces doses-là en spray buccal avec le Sativex, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de viser à peu près la même dose pour éviter d'être en surdosage et d'avoir des effets secondaires, ou en sous-dosage et d'avoir un manque d'efficacité. Mais c'est clairement intuitif. Au Canada, les herboristes ont plusieurs types de cannabis qui contiennent différentes concentrations de cannabinol et de THC. Sur quels éléments ils décident de donner telle ou telle formule à leurs patients, je ne sais pas, mais je pense qu'une standardisation est nécessaire pour pouvoir comprendre quelque chose. Merci. Une dernière question de Gilles Edan. Je vais rendre explicite, Eric, ce que tu nous as dit, c'est que il se trouve qu'en France, il y a une organisation autour de la sclérose en plaques qui est absolument exemplaire et qui est enviée dans de nombreux pays, où il y a des centres experts dans toutes les régions qui organisent des consultations multidisciplinaires. Et on voit bien que, avec la mission de prendre toutes ces données et de les inscrire dans l'Observatoire français de la sclérose en plaques, où ce sont des données qui sont extrêmement bien recueillies au plan clinique et au plan du suivi IRM et biologique. Et on voit là que ça pourrait être une de leurs missions d'apporter des données de qualité, des données médicales de haute qualité, pour connaître de façon précise ce qu'il en devient dès lors que ce médicament devient à notre disposition et pour rassurer les autorités de leur usage et de leur bonne tolérance. Merci pour cette mise au point, ce complément d'information. Il nous reste à vous remercier d'avoir bien voulu apporter votre contribution aux travaux de ce comité. Je sais pas si merci. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci, au revoir.